C'est peut-être ce qui frappe le plus un regard étranger dans l'Occident d'aujourd'hui. Le courage civique a déserté non seulement le monde occidental dans son ensemble, mais même chacun des pays qui le composent, chacun de ses gouvernements, chacun de ses partis, ainsi que, bien entendu, l'Organisation des Nations Unies. Ce déclin du courage est particulièrement sensible dans la couche dirigeante et dans la couche intellectuelle dominante, d'où l'impression que le courage a déserté la société tout entière. Bien sûr, il y a encore beaucoup de courage individuel, mais ce ne sont pas ces gens-là qui donnent sa direction à la vie de la société. Les fonctionnaires politiques et intellectuels manifestent ce déclin, cette faiblesse, cette irrésolution dans leurs actes, dans leurs discours, et plus encore dans les considérations théoriques qu'ils fournissent complaisamment pour prouver que cette manière d'agir qui fonde la politique d'un État sur la lâcheté et la servilité est pragmatique, rationnelle et justifiée, à quelque hauteur intellectuelle et même morale qu'on se place. Ce déclin du courage, qui semble aller ici ou là, jusqu'à la perte de toute trace de virilité, se trouve souligné avec une ironie particulière dans les cas où les mêmes fonctionnaires sont pris d'un accès subi de vaillance et d'intransigeance, à l'égard de gouvernements sans force, de pays faibles que personne ne soutient ou de courants condamnés par tous et manifestement hors d'état de rendre un seul coup. Alors que leur langue sèche et que leurs mains se paralysent face aux gouvernements puissants et aux forces menaçantes, face aux agresseurs et à l'international de la terreur. Faut-il rappeler que le déclin du courage a toujours été considéré comme le signe avant-coureur de la fin ? Le bien-être. Lorsque les États occidentaux modernes se sont constitués, ils ont proclamé le principe suivant. Le gouvernement doit être au service de l'homme, et l'homme vit sur cette terre pour jouir de la liberté et chercher le bonheur. Confère par exemple la déclaration d'indépendance des États-Unis. Or, voici qu'au cours des dernières décennies, le progrès technique et le progrès social ont enfin permis de réaliser ce rêve. Un État assurant le bien-être général. Chaque citoyen a reçu la liberté tant désirée, en même temps que la quantité et la qualité de biens matériels qui auraient dû assurer son bonheur. Du moins selon la conception à bon marché qu'on s'en était forgé au cours des mêmes décennies, en négligeant seulement un petit détail psychologique. Le désir constant d'avoir toujours plus, toujours mieux, et la lutte serrée qui l'entraîne, imprime sur beaucoup de visages occidentaux la marque de la préoccupation, et même de l'accablement, en dépit de l'usage qui commande qu'on dissimule soigneusement des expressions comme celle-là. Cette concurrence active et serrée mobilise toutes les pensées de l'individu, bien loin de favoriser son libre développement spirituel. Chacun se voit assurer l'indépendance par rapport à de nombreuses formes de pression étatique. La majorité dispose d'un confort dont nos pères et nos grands-pères n'avaient aucune idée. On peut désormais élever la jeunesse dans l'esprit des nouveaux idéaux, en l'appelant à l'épanouissement physique et au bonheur, en la préparant à posséder des objets, de l'argent, des loisirs, en l'habituant à une liberté de jouissance presque sans limite. Alors, dites-moi au nom de quoi ? Dites-moi dans quel but certains devraient s'arracher à tout cela et risquer leur précieuse vie pour la défense du bien commun. Surtout dans le cas brumeux où c'est encore dans un pays éloigné qu'il faut aller combattre pour la sécurité de son peuple. Même la biologie sait cela. Il n'est pas bon pour un être vivant d'être habitué à un trop grand bien-être. Aujourd'hui, c'est dans la vie de la société occidentale que le bien-être a commencé de soulever son masque funeste. La vie juridique. En conformité avec ses objectifs, la société occidentale a choisi la forme d'existence qui était pour elle la plus commode, et que je qualifierais de juridique. Les limites, fort larges, des droits et du bon droit de chaque homme sont définies par un système de lois. À force de s'y tenir, de s'y mouvoir et d'y louvoyer, les Occidentaux ont acquis une bonne dose de savoir-faire et d'endurance juridique.
Mais les lois sont si complexes qu'un simple citoyen est incapable de s'y reconnaître sans l'aide d'un spécialiste. Tout conflit reçoit une solution juridique. Et c'est là la sanction suprême. Si un homme se trouve juridiquement dans son droit, on ne saurait lui demander plus. Allez donc lui dire après cela qu'il n'a pas entièrement raison. Allez lui conseiller de limiter lui-même ses exigences et de renoncer à ce qui lui revient de droit. Allez lui demander de consentir un sacrifice ou de courir un risque gratuit. Vous aurez l'air complètement idiot. L'autolimitation, librement consentie, est une chose qu'on ne voit presque jamais. Tout le monde pratique l'auto-expansion, jusqu'à ce que les cadres juridiques commencent à émettre de petits craquements. Juridiquement, les compagnies pétrolières sont sans reproche lorsqu'elles achètent le brevet d'invention d'une nouvelle forme d'énergie afin de pouvoir l'étouffer. Juridiquement, sans reproche, ceux qui empoisonnent les produits alimentaires afin de prolonger leur durée de conservation. Le public reste toujours libre de ne pas acheter. Moi, qui ai passé toute ma vie sous le communisme, j'affirme qu'une société où il n'existe pas de balance juridique impartiale est une chose horrible. Mais une société qui ne possède en tout et pour tout qu'une balance juridique n'est pas, elle non plus, vraiment digne de l'homme. Une société qui s'est installée sur le terrain de la loi sans vouloir aller plus haut, n'utilise que faiblement les facultés les plus élevées de l'homme. Le droit est trop froid et trop formel pour exercer sur la société une influence bénéfique. Lorsque toute la vie est pénétrée de rapports juridiques, il se crée une atmosphère de médiocrité morale qui asphyxie les meilleurs élans de l'homme. Et face aux épreuves du siècle qui menacent, jamais les béquilles juridiques ne suffiront à maintenir les gens debout.